Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles de la politique fédérale avec la députée du NPD en Abitibi-Témiscamingue, Mme Christine Moore. Madame Moore, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter cette invitation-là. Moi je suis un passionné de politique et puis recevoir des députés, ça fait toujours plaisir parce que vous êtes là sur place, vous siégez à Ottawa. Alors, vous êtes plus en mesure de nous donner le pouls de ce qui se passe véritablement. Comme quand on va parler du budget, vous étiez là au dépôt du budget. C'est un peu le son de cloche d'une personne qui est assise là, au Parlement, à Ottawa, puis qui a devant cette personne-là, M. Morneau, entre autres, qui défile son budget, que vous avez traité un petit peu de budget de broche à fouet. et vous assumez, j'en suis persuadé, vos paroles aussi. Alors, on va débuter avec ce budget-là, si vous me permettez, oui, Mme Moore. Le 27 février dernier, le ministre des Finances, Bill Morneau, déposait son budget fédéral. Votre première réaction a été de dire, et je vous cite, « un budget fédéral de broche à foin ». Qu'est-ce qui vous a le plus déçu de ce budget-là? Puis pour appeler un budget de broche à foin, parce qu'il n'y a rien à peu près dans ça qui vous plaisait probablement. Mais c'est pas le problème, c'est pas que les mesures sont pas qui présentent pas un intérêt. Le problème, c'est l'exécution. OK. C'est pour ça que c'est broche à foin. On dit qu'on fait quelque chose, mais il n'y a rien. On crée, par exemple, un conseil pour l'assurance médicaments, mais on lui donne pas de budget. Donc, on crée des choses sans leur donner d'argent. Il n'y a pas de logique dans toutes les décisions. On dit que on va régler le problème de l'équité pour les femmes, mais il n'y a pas de budget pour mettre en place l'application de la loi. Donc, c'est vraiment un problème d'exécution. On met des mesures en place, on pense à des choses, mais quand il vient le temps d'avoir un plan pour que ça arrive, ben on n'a absolument aucun plan. Et c'est pour ça que c'est broche à foin. Et moi, j'ai bien beau vous dire, je vais rénover ma maison au complet, mais si quand vous me posez des questions, vous vous rendez compte que j'ai absolument aucun plan, vous avez rien, aucun plan, aucune idée de où est-ce que je m'en vais, puis que je suis absolument pas réaliste. Je pense que je vais être capable de rénover ma salle de bain au complet pour 1000 piastres ou je dis que je vais rénover ma cuisine sans même avoir prévu de budget. Vous allez dire, c'est broche à foin votre affaire. Je veux pas être cynique, mais depuis que M. Trudeau est au pouvoir, il a dit beaucoup de choses, beaucoup, puis mais avec rien de preuve à l'appui. Dans le sens, je veux dire, pas de mesures, comme vous dites si bien. Il a promis un paquet d'affaires, comme il avait promis l'équilibre budgétaire. On va le regarder, là, c'est affreux, là. C'est affreux jusqu'en 2022-2023. On a les chiffres ici, là. Mais il apporte pas de solution tangible. Effectivement. Puis le pire dans tout ça, c'est quand il était en campagne, là, M. Morneau, c'était un homme qui était supposé apporter un contrôle des finances, une capacité au niveau financier au gouvernement qui allait être, si on peut dire, sans précédent, là, de la manière que Trudeau parlait. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est absolument pas le cas. C'est même un boulet pour le gouvernement Trudeau. Monsieur Morneau est un boulet avec les conflits d'éthique qui s'est plongé. Ah oui. Mais c'est drôle, ça a fait les manchettes, bon, je dirais mondiales, là, avec les conflits de Monsieur Morneau, même tout le monde voulait avoir sa démission. Puis là, quelques mois après, c'est mort, là. On n'entend plus rien parler. Est-ce qu'en Chambre, vous en parlez encore? Parce que c'était quand même sérieux de son affaire, de lui, là. Puis tout le monde voulait sa démission. L'opposition voulait sa démission. On criait à tour de bras que oui, il faut qu'il parte parce qu'il était en conflit direct. Tout d'un coup, il est encore là, présente son budget, puis c'est mort dans l'œuf. Il y a encore des études, il y a encore des enquêtes qui ont lieu, parce que là, le projet de loi C-27 qui a déposé et qui était en conflit d'intérêt direct à cause de Morneau-Chapelle, ça, c'est pas réglé. Donc, il y a certaines affaires qu'on a eues. Vous en parlez encore? Oui, c'est sûr que... Parce que nous autres, on n'en entend pas parler, c'est sûr. Parce que le nouveau commissaire au conflit d'intérêt et à l'éthique est en train de se pencher sur ce qui n'a pas été réglé, donc à cause du changement de
garde. On est passé de Marie Dawson au nouveau commissaire. Oui. Ça a créé des délais, mais il y a encore des enquêtes sur M. Morneau. Mais ce qu'on se rend compte de manière générale, c'est que oui, il y a eu M. Morneau, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un problème de mentalité à l'intérieur du Parti libéral, où est-ce qu'on se permet tout le temps de faire ce qu'on veut et qu'on banalise les conséquences. On a M. Trudeau qui est allé sur une île privée de quelqu'un qui fait du lobbying, de lobbying actif, on peut le nommer, oui. Et on continue d'apprendre des nouvelles, qu'il y a eu un échange de cadeaux. Donc, oui. et M. Trudeau continue de banaliser les gestes. Il continue de vendre son accès. Dans mon intro, que je disais que c'est plaisant de recevoir des personnes politiques qui siègent. Okay? Parce que ce que vous nous dites là, pour M. Morneau, moi, puis qui est pas dire, je lis beaucoup la politique, puis je n'étais pas au courant là, qu'il y avait encore des accusations qui n'étaient pas réglées, puis qu'il y en a d'autres à venir. Parce que là, vous êtes en chambre, vous avez le son de cloche de la chambre directement, parce que vous siégez là. C'est ça qui est plaisant de recevoir des personnes comme vous. Oui. Mais c'est ça, c'est que souvent, tu sais, quand on voit les quelques petites séquences à la télévision, aux nouvelles, oui. on n'a pas idée générale de ce qui se passe. Et ce qu'on voit, nous autres, sur le terrain, autant le NPD que les conservateurs, que les autres députés d'opposition, c'est vraiment le problème de mentalité élitiste au sein du Parti libéral, où est-ce qu'on se permet de faire n'importe quoi et que c'est jamais grave, qu'il y a toujours un set de lois pour eux et un set de lois pour les autres. Oui, puis ils sont forts. Majoritairement, ils sont forts en chambre aussi. Fait que c'est ça, on peut se permettre des choses que si on était, si on avait une opposition très forte, dans le sens qu'il y aurait juste peut-être quelques comtés de différence. Mais M. Trudeau a quand même beaucoup de députés. Oui, mais il reste qu'il y a beaucoup de risques pour la prochaine élection. Ah oui, c'est sûr. On s'entend que c'est sûr et certain qu'en Atlantique, il va se perdre des sièges. Actuellement, il les détient toutes pour les provinces de l'Atlantique. Donc, c'est sûr et certain que ça va tomber aux prochaines élections. Donc, il n'est pas dans une situation puis par contre, si on regarde aujourd'hui les fameux sondages, si on regarde, il est encore aimé, puis c'est encore lui qui mène, puis mais c'est sûr que là, est-ce que c'est sa physionomie ou bien non? Parce que, en tout cas, on pourrait en discuter mais il y en a beaucoup. Mais il y en a perdu. Oui, c'est sûr, parce qu'il était à un certain moment donné à 60 et quelques %, puis là, il est tombé à 50 ou quelques. C'est sûr que, mais c'est sûr que les gens se sont ouverts beaucoup les yeux, puis on va en parler si on a le temps tantôt, mais son voyage en Inde qui a été un désastre total. Puis, je m'excuse, mais il nous a fait passer pour des clowns. Je vais peut-être loin en disant ça, mais je ne suis pas le seul qui le dit. La presse mondiale l'a dit elle-même. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un voyage sans objectif. Absolument encore là, il n'y a pas de plan, on improvise, on fait des photos, on va voir rendu là-bas, puis on fait des photos, mais il n'y a pas de plan précis, il n'y a pas de structure, on n'a pas d'objectif. On va revenir sur ça, Madame Moore. C'était juste un entrefilet dernier qu'on faisait. J'aimerais ici, il y a 2 chiffres très révélateurs qui sortent du budget. Si vous me permettez, on va regarder là ensemble le budget total qui est de 338,5 milliards. Mais où ici, ça fait mal, c'est la dette fédérale. La dette fédérale qui est de 670 milliards. Je pense que M. Morneau s'en fout éperdument avec le budget qui nous a sorti. Puis les déficits prévus jusqu'en 2022-2023, c'est astronomique, 78,6 milliards de déficit pendant les 5 prochaines années. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est vraiment dramatique parce que, encore plus, parce qu'on est dans un contexte où est-ce qu'on livre pas la marchandise. Si au moins on faisait des déficits en livrant des programmes qui fonctionnent bien, en apportant des résultats concrets. Mais là, on fait ces déficits-là, qui sont le double et le triple de ce qu'on avait parlé en campagne électorale, sans livrer la marchandise, sans livrer de quoi de plus aux citoyens. Donc, c'est ça qui est dramatique. Ça peut être correct dans certains
contexte économique de viser des déficits si ça a pour but de stimuler l'économie. Mais là, on livre pas la marchandise, les citoyens voient pas la différence et en plus, ben on s'endette. Il y a vraiment une mauvaise gestion. On n'a absolument aucun contrôle des dépenses, aucun contrôle de ce qu'on fait. Je pense que le meilleur exemple, c'est Phoenix, qui démontre à quel point le gouvernement Trudeau ne sait absolument pas ce qu'il fait et n'est incapable de se rendre compte rapidement des problèmes et d'apporter des correctifs rapides. Et c'est ça qui est dramatique. On a Phoenix, on pourrait parler de Netflix aussi, qui a fait couler tellement d'encre sur ça. Mais il y a une chose que je voulais, que les financiers ont beaucoup de misère à concevoir, c'est que nous sommes dans des années où l'économie, elle est pas bonne, elle est excellente. Okay? Puis, on s'en va sur des déficits prévus en 2018-2019 de 18,1 milliards, 2019-2020, il faut le dire, année électorale, 17,5 milliards, 20-21, 16,9 milliards, 21-22, 13,8 milliards, 22-23, 12,3 milliards. Cette année, nouvelle dépense de 5,4 milliards. Cette année, ça fait 78,6 milliards. Puis l'économie est je dirais pas à son maximum, mais l'économie va très bien chez nous. Effectivement, c'est pour ça que c'est inquiétant parce que on est normalement à cause de la situation économique qui est pas liée aux décisions de Monsieur Trudeau. C'est vraiment, je pense, un contexte mondial, un contexte aussi, pas mondial, mais au niveau canadien, à cause de notre économie, par exemple, les ressources qu'on produit, etc. On a été capable de bien s'en tirer, mais c'est pas en lien avec les politiques du gouvernement Trudeau qu'on a cette économie-là. Là. On aurait une économie excellente, même si on avait garder le gouvernement conservateur en place. Là. On s'entend que c'est pas le gouvernement Trudeau qui a fait la différence et qu'on continue à aller vers des déficits de cette ampleur-là, ça n'a pas de sens au niveau économique. On devrait profiter du fait que l'économie va bien. C'est justement, c'est que si l'économie allait moins bien ou l'économie serait pas bonne, ça serait affreux, là. Ça serait terrible. À ce moment-là. Oui et non, parce que quand l'économie est pas bonne, on peut se permettre de faire des déficits pour investir et stimuler, pour un peu créer de l'emploi. Donc par exemple, ici, là, à ça des 18,6 milliards de ces déficits-là, normalement, on les fait quand la situation économique va pas bien. Par exemple, quand l'économie est en danger, elle ne va pas bien. Ça serait normal. Mais là, l'économie est à son... elle va très bien. Disons, elle n'est pas à son maximum, sûrement pas, mais quand même, elle va bien au Canada, puis on se permet de faire des déficits comme ça. Oui, parce que c'est extrêmement inquiétant parce que ça veut dire que si du jour au lendemain l'économie ne va pas bien, par exemple à cause de l'échec des négociations de l'ALENA pour différents facteurs, on se retrouve dans une situation drôlement précaire là. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si du jour au lendemain on se retrouve dans un mauvais contexte économique, puis avec l'ALENA, les négociations de l'ALENA, c'est possible. Exactement, oui. Exactement, ça veut dire qu'on se retrouve dans des déficits qui vont frôler les 40-50 milliards par année. Ça serait dramatique. Donc, dans le contexte où est-ce qu'on est, ça n'a absolument aucun sens d'avoir ces déficits-là, surtout qu'en plus, on livre pas la marchandise. Okay. Parce que il faut se dire une chose. M. Trudeau avait fait une promesse électorale en 2015 de rétablir l'équilibre budgétaire. Puis... Non. Puis comme je le disais tantôt, c'est que en 2019-2020, on s'en va ici avec 17,5 milliards en déficit et c'est une année électorale. On sait et en campagne, c'était on retournait à l'équilibre budgétaire. Oui, exactement. Fait que puis quand on sait tout le monde que la date de la prochaine élection, elle est déjà sortie, on le sait, c'est le 21 octobre 2019. Oui. Puis quand on demande concrètement à M. Morneau, c'est quand qu'on va retourner à l'équilibre budgétaire, quand on essaie de lui demander, c'est clair, quand vous prévoyez, il est même plus capable de nous donner une date. Oui, c'est même plus quand on va retourner à l'équilibre budgétaire. Est-ce que M. Trudeau, d'abord, à ce moment-là, parce que M. Trudeau est entouré
financiers, de fiscalistes. Il est entouré de personnes qui sont sûrement très fortes en chiffres, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, ça veut dire qu'il ne suit pas les conseils de ses conseillers. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ça veut dire que vous lui dites de quoi, puis si ça lui tente de faire autre chose, il va le faire. Parce que je suis certain que ses conseillers financiers l'ont sûrement dit, ben écoute, là, Justin, là, on s'en va pas du bon bord, là. C'est sûr et certain. Puis, ça n'a pas l'air à le déranger. M. Trudeau a tendance à gouverner par l'image. Et ça a été souligné d'ailleurs dans le rapport de Marie Dawson sur son voyage à la GACAN, dans la façon dont il perçoit son rôle. Il perçoit son rôle d'une manière protocolaire. Donc, son rôle, c'est de maintenir des bonnes relations, d'être gentil, puis de bien paraître dans sa façon de penser à lui. Mais il oublie complètement qu'un premier ministre aussi gouverne un pays du G7. Oui, exactement. Et il faut comprendre. Et cette partie-là, il l'oublie complètement. Donc, pour lui, malheureusement, ce qui est important, c'est l'image. Et il a l'impression que s'il dit qu'il y a un budget qu'il présente un budget féministe, ben le budget va devenir féministe comme par magie parce qu'il l'a dit. Et c'est pas ça. Dans la réalité, il faut qu'il y ait des plans. Il faut que quand on structure, dans la structure même du budget, ça soit vraiment féministe. Et c'est ça le problème, c'est que à chaque fois, il dit des choses, mais quand on regarde dans les détails, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui le croient sans vérifier les faits. Et c'est mais ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les gens vont revalider. Ils se rendent compte, si on peut dire, du tapis de mensonges dont M. Trudeau s'enroule continuellement? Il y a au moins 10 principales choses à retenir du budget. On va juste en regarder quelques-unes, si vous me permettez. Vous en avez parlé, pas de plan au retour de l'équilibre budgétaire. Il n'y en a pas de plan. Parce qu'on voit pour les 5 prochaines années, c'est toujours, c'est loin d'avoir un équilibre. On s'enfonce de plus en plus dans ce fameux trou budgétaire. La hache dans Phoenix, ça, il faut que ce soit fait, là, mais ils vont le faire, là, mais supposément. Mais c'est que ça, là, c'est terrible, là. Il y a des fonctionnaires qui sont même pas payés, là, pendant des mois. Mais c'est la hache dans Phoenix, mais on le remplace par quoi? On fait ça, quoi? Mais exactement. C'est quoi la stratégie pour régler ce problème-là? Il y a toujours pas de plan concret. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On n'a pas de stratégie. On n'a pas de plan. On n'est pas capable de dire aux fonctionnaires, voici comment on va procéder. Le plan, ça se résume, on va engager plus de conseillers financiers, puis on va souhaiter que ça se règle comme par magie. Puis donc, on lance ça, puis en espérant que ça va être correct. Ben, comment je peux dire? Le gouvernement, Trudeau a souvent l'impression que tout ce qu'il y a à faire pour régler un problème, c'est mettre plus d'argent sur la table. Mais quelquefois, le problème, c'est pas le manque d'argent, c'est comment on utilise cet argent-là. Et c'est ça qui est problématique. C'est pas juste une question de mettre plus d'argent continuellement qui va régler un problème. Quelquefois, il faut s'attaquer à la structure puis voir qu'est-ce qu'il y en est, pourquoi on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Et quelquefois, on se rend compte que si on fait juste procéder d'une autre manière, on peut même économiser de l'argent. Mais pour le gouvernement de Trudeau, ben à chaque fois, pour régler un problème, on dépose plus d'argent puis ça va se régler. Comme par exemple, ici, si on regarde les premiers revenus chiffrés pour la taxe sur le cannabis, 690 millions pour 5 ans, 23 millions sur 2 ans pour renforcer le multiculturalisme, soutien à l'emploi pour les Autochtones, 2 milliards pour 5 ans. On lance des chiffres, là. Ben, regardez, la taxe sur le cannabis. Oui. Bon, c'est bien joli, là, mais on prévoit pour la première année 15 magasins pour tout le Québec. Je pense là qu'on pourrait sérieusement avoir 15 magasins en Abitibi, puis on fournirait pas la demande. Fait que comment, avec 15 magasins, on va pouvoir aller percevoir la taxe? C'est sûr que le marché noir va continuer à occuper l'espace. Et d'ailleurs, toutes les analyses, même les plus réservées, parlent d'au moins 6 ans avant que le marché noir commence à être vraiment tassé. Donc, quand on évalue ce nombre-là pour la taxe sur le cannabis, on est comme, oui, mais présentement, on n'a pas Êtes-vous pour la légalisation du Moi, je cannabis? suis pour la décriminalisation.
Okay. Donc, ouais, qu'on arrête d'envoyer. Exactement. C'est deux choses très différentes. Là. Exactement. Au niveau de la légalisation, je crois que le plan de M. Trudeau était pas bon. Je n'aurais pas procédé de la même manière. Il était bien trop vite, dans le cas. Premièrement. Premièrement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème majeur avec le cannabis, c'était le fait de traiter ce problème-là comme un problème de criminalité et non comme un problème de santé. Donc, si on serait contenté de décriminaliser, de dire, bon, ça va nous permettre de mieux, premièrement, comprendre la substance, les effets, etc., parce que c'est sûr qu'à partir du moment où est-ce que c'est criminel, ben les gens vont pas parler ouvertement de leur consommation. Puis il y a peut-être beaucoup de personnes qui, actuellement, nient complètement leur consommation pour différentes raisons, parce que c'est illégal. Mais est-ce que tout le monde va être prêt pour le début juillet? Parce que là, non, absolument M. Trudeau avait parlé du 1er juillet, mais là, apparemment, là, il va extensionner un peu. On le sait plus, là, quand ça va être prêt, là, mais moi, je jase avec plusieurs personnes, je jase avec des policiers, ça va être personne n'est prêt, là. Non, puis même encore ce matin, je lisais que, le fédéral cherche encore un appareil de détection pour la salive. Exactement, oui, mais ça n'existe pas. Je l'ai lu ça. Ça n'existe pas. Ces appareils-là n'existent pas. Puis de toute façon, c'est complètement ridicule parce que, tu sais, je l'ai expliqué de manière assez régulière, ce n'est pas une substance dont on peut doser dans le sang et dire ça va avoir tel effet sur une personne. Les effets varient énormément entre les personnes et un consommateur habituel versus un consommateur occasionnel, ça va être le jour et la nuit. C'est pas du tout comme l'alcool où est-ce que grossièrement la même quantité va donner environ le même effet sur chaque personne. Le cannabis, c'est complètement différent, donc on peut pas... Madame Moore, juste une question que j'avais pas, mais que j'aimerais ça vous la poser quand même. Le G7 dans Charlevoix, au mois de juin, qui va coûter plusieurs centaines de millions. Êtes-vous pour ça? Parce que ça, là, encore une fois, on va assister là, à du grabuge, là, qu'on le veuille ou non. Les casseurs, eux autres, là, ils sont prêts, là, eux autres, c'est sûr et certain. Ils seront peut-être pas prêts de Charlevoix, mais ils vont être prêts de Québec, etc. Peu importe. Êtes-vous pour ça qu'on se réunisse comme ça et qu'on fasse un grabuge, là? Ça va aller quoi? J'espère que non, mais, avec un gros M, mais. Ben, c'est sûr qu'au niveau du G7, il y a une rotation, donc le tour vient à un moment pour avoir le sommet. Je pense que c'est utile d'avoir ces discussions-là. Maintenant, je pense que quand on prépare quelque chose comme ça, il faut être prêt au niveau de la sécurité et il faut aussi choisir les endroits de manière stratégique, de manière à être capable de minimiser les risques pour les communautés, aussi pour la sécurité. Maintenant, je suis pas une spécialiste en question de sécurité, mais est-ce que c'était vraiment la meilleure stratégie d'aller vers des secteurs plus isolés? Je ne sais pas. Non, mais c'est ça, là, ils en discutent, là, puis, mais ce là, c'est sûr que c'est trop tard pour cette année, là, que ça va se faire les 8 et 9 de juin, si ma mémoire est fidèle, là, mais de toute façon, on espère qu'il n'y aura pas trop de grabuge, là, on sait ce qui peut arriver. Je vais vous demander des réponses courtes, parce que j'ai ici, le NPD se lance en mode séduction au Québec en vue des élections d'octobre 2019. Lors du congrès de février dernier, il a été décidé de rouvrir la Constitution pour inclure le Québec. Trudeau a fermé la porte à cette proposition. J'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu. Ben, il y a quand même plusieurs problèmes avec la Constitution. Okay. Et je pense que c'est normal que une Constitution évolue dans le temps en fonction de ce qui se passe, de la réalité et aussi de la volonté de la population qui représente. Puis, on a plusieurs propositions aussi qui nécessiteraient d'ouvrir la Constitution. Le NPD est prêt. Lui, il y a des propositions, le NPD, sur ça. Ben, juste notre proposition de l'abolition du Sénat, ça nécessite d'ouvrir la Constitution. Donc, c'est sûr et certain que on va avoir des discussions constitutionnelles parce qu'il y a plusieurs de nos politiques qui nécessitent d'ouvrir la Constitution si on les met en place. Donc, tant qu'à discuter
de manière à rouvrir la Constitution, ben aussi bien discuter aussi des autres enjeux. Puis je pense que c'est normal qu'on veuille que le Québec fasse partie de la Constitution canadienne. C'est juste, il me semble que ça n'a pas de sens qu'on soit encore dans cette situation. Encore, exactement. Revoir les accords avec les paradis fiscaux. C'est évident qu'il y a des accords qui n'auraient jamais dû être conclus et que l'argent est là. Si on va aller récupérer de l'argent, c'est là. C'est pas en harcelant une pauvre mère monoparentale qui aurait reçu 100 piastres de trop en allocation familiale qu'on va faire notre argent. C'est en allant s'attaquer aux paradis fiscaux. Mais par contre, c'est sur ces personnes-là, par exemple, que le gouvernement tape le plus. Effectivement. Puis souvent, en tapant sur ces gens-là, ça coûte plus cher que ce qu'on va récupérer. Oui, c'est sûr. C'est certain. On s'attaque à des personnes les plus pauvres pour récupérer des montants dont ça nous coûte plus cher c'est sûr. Puis par contre, on laisse des centaines de millions dans les paradis fiscaux. Une seule déclaration de revenus au Québec, vous êtes pour ça? Ben moi, je suis pour une seule déclaration, que ce soit le Québec ou le fédéral. Pour moi, ça sera celui-là qui a les meilleures compétences puis la meilleure structure pour le faire. Mais je pense qu'on est plusieurs à ne vouloir être tannés de faire deux déclarations d'impôts. Et je pense que ça allait juste du bon sens. Candidature possible de Jack Singh dans Outremont, le fameux comté de M. Mulcair qui s'en va. Lui, M. Singh vient de Toronto. Est-ce que c'est une bonne chose? Ben, je pense que c'est pas officiel encore, là. Mais ça devrait... Ben, je pense que c'est une bonne chose qui vient nous rejoindre à la Chambre des communes. Maintenant, à savoir si Outremont est la meilleure circonscription pour lui, je connais quand même un peu, mais je connais pas assez la circonscription, les populations, les groupes. Je pense que ça... C'est ça qu'il y a aussi. À peine une minute. Voyage en Inde de M. Trudeau. C'était une catastrophe et absolument pas planifié, pas d'objectif, on savait pas où qu'on s'en allait. Il n'a pas été reçu par aucun chef d'État non plus. Ça ressemblait plus à des vacances familiales déguisées en espèce de voyage d'affaires. Et déguisé, vous l'avez bel et bien dit, en indien, en décorant en ci, puis en ça, puis non, c'était... Parce que moi, ce qui me fait de la peine dans ça, puis on va terminer avec ça, ce qui me fait de la peine, c'est que si la presse canadienne s'en était pris à M. Trudeau, ça aurait été moins pire, mais là, c'est la presse mondiale qui prend le Canada pour un pays de clowns. Je m'excuse, mais ça, là, c'est tellement... Ça n'aurait jamais dû arriver. Puis, encore là, il en parle aujourd'hui, puis il semble bien à l'aise avec ça. Il n'y a pas de problème. Non, il semble vraiment minimiser. C'est la problématique avec M. Trudeau, c'est qu'il minimise continuellement les reproches qu'on lui fait. Et il ne semble pas il est incapable d'accepter la critique et de s'améliorer. Il n'est pas dans un processus d'amélioration continue et il s'enfonce continuellement. Puis quand on prend une presse mondiale, je dis bien mondiale, là, une presse mondiale qui traite notre premier ministre de clown. Ça, c'est la presse mondiale. Alors, ça veut dire qu'on est dirigé par un clown, donc on est un pays de clowns. Je m'excuse, là, mais on peut le prendre de même. Ben, c'est peut-être pour ça que M. Trump s'est vanté d'avoir menti directement dans la face à M. Trudeau sans qu'il s'en soit rendu compte. Puis l'autre s'en est pas rendu compte. Bravo. On est bien dirigé. Madame Moore, merci infiniment. Il y aurait eu beaucoup d'autres questions encore. Oui, ben, j'en reviendrai. L'appui aux médias régionaux qui est très importante aussi. Puis il y aurait eu encore beaucoup de choses à parler. Ça sera partie remise, Madame Effectivement. Moore. Et je vous remercie beaucoup de votre présence à cette émission. Ben, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On aura une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.